Mercredi 31 mars 2021, ça grogne au sein du mouvement Agir Ensemble. Le président Boubacar Diallo, désavoué par certains de ses camarades, était face à la presse ce matin. Aux militants qui réclament sa démission, il demande de suivre la procédure normale. La nouvelle loi sur la protection des données à caractère personnel est passée hier soir à l'Assemblée nationale. À l'unanimité, les 126 députés présents ont dit oui à cette nouvelle mouture qui permet de mieux protéger les droits humains au Burkina Faso. À l'international, c'est le soulagement total pour Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et tous les militants et sympathisants du Front populaire ivoirien. La Cour pénale internationale a tranché et c'est définitif. L'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse, jugés notamment pour crimes contre l'humanité, sont libres. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les militants ont le droit d'exprimer leurs opinions, mais pas en dehors des textes du parti. Déclaration faite ce matin par Boubacar Diallo, le président du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso, qui avait porté la candidature de Kadré Désiré Ouédraogo à la présidentielle du 22 novembre 2020. Une déclaration en guise de réponse aux militants qui veulent sa tête. Le 27 mars dernier, en effet, des militants demandaient lors d'une conférence de presse la démission du président du parti. Un acte qualifié d'indiscipline par ce dernier, Magui Bakouan. Le torchon brûle entre le président du mouvement Agir Ensemble et certains militants du parti. Alors que les responsables du parti sont en conférence de presse sous surveillance policière, quelques militants manifestent devant le siège national du parti. Visiblement en colère, ces militants tiennent coûte que coûte à avoir accès à la salle de conférence. Mais face à eux, des forces de l'ordre bien déterminées. De quoi faire monter le ton entre les deux camps. Voilà, on vous respecte beaucoup. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il va nous sentir maintenant. Quand tu as Kanamano, est-ce que Kanamano il est venu ici, et c'est lui, il est rentré. Il n'est rien, il n'est rien. Vous voulez garder là. Il n'est rien. Ces manifestants réclament le départ de Boubacar Diallo à la tête du parti. Selon eux, il n'est pas rassembleur et ne participe pas au financement des activités du parti. Boubacar Diallo, il n'est pas rassembleur. Le chef qui est là, vous voyez le chef qui est là, c'est le candidat seul qui paye les employés, l'eau, courant. Donc, Boubacar Diallo, même la NDT, il n'est pas capable pour donner ça aux militants ici. Et c'est quelqu'un, il n'est pas rassembleur. Une fois que Boubacar Diallo, quand il te croise aujourd'hui, demain il ne te connaît pas. Chez lui-même, tant qu'un président du parti, chez lui à la maison, on ne connaît pas chez lui. Il n'a jamais convoqué quelqu'un du parti chez lui à la maison. À chaque fois que tu le vois, c'est en haut en haut. Donc à partir de maintenant, nous, on ne veut plus de Boubacar Diallo. Face à la presse, le président du parti répond à ses détracteurs. Pour Boubacar Diallo, ces militants qui réclament sa tête sont des indisciplinés. Car selon lui, ils ne respectent pas les procédures édictées par les textes du parti. Mais je pense que tout ça, c'est de l'indiscipline. Le départ de tout militant, ou le départ des membres d'un bureau, d'un organe, ça suit des procédures. Ça suit des procédures. Ou vous ne pouvez pas venir dire, non, le président, d'autres actes d'indiscipline, on vient dire, Boubacar Diallo dégage. Ça, c'est des actes d'indiscipline, ça. C'est pas sérieux. Il faut travailler dans un ordre civilisé. Boubacar Diallo dit être disposé à recevoir ceux qui réclament sa démission, mais il les invite d'abord à respecter les textes du parti. Cette conférence de presse a été l'occasion de rappeler l'appartenance du parti au chef de file de l'opposition politique. Les nouvelles de l'exécutif à travers sa traditionnelle réunion. Le Conseil des ministres de ce mercredi a vu l'examen de 2 projets de loi. Le premier a pour ambition de mettre de l'ordre dans le régime général des armes. Le second entend combler le vide juridique dans la commercialisation et l'utilisation de drones civils au Burkina Faso. On fait le point avec Abdou Razak Traoré. La sécurité en prime time à ce dernier Conseil des ministres du mois de mars 2021. L'exécutif burkinabé veut mettre de l'ordre dans l'achat et l'utilisation des drones civils au Burkina Faso. Ces engins télécommandés capables de voler dans les airs peuvent porter atteinte à la sûreté du pays.
Alors, un avant-projet de loi sera transmis aux députés pour adoption. Sa nature intrinsèque à interférer dans la vie privée ou à porter atteinte à la sécurité publique exige du gouvernement un cadre juridique clair et précis pour son achat et son utilisation. Le projet de loi, une fois voté par l'Assemblée nationale, soumettra désormais donc tout achat, tout transfert ou toute utilisation d'un drone civil à une autorisation d'achat ou de cession délivrée désormais par le ministre de la Sécurité. Toujours dans la sécurité, un second projet de loi a été examiné. Il parle du régime général des armes à feu. L'idée, c'est de combler un vide juridique afin d'être en harmonie avec les textes internationaux. Désormais, par ce projet de loi, le régime des armes de guerre et celui des armes civiles seront régis par une seule loi. Auparavant, nous avions plusieurs régimes juridiques qui régissaient les types d'armes, soit que c'est des armes de guerre, soit que c'est les armes civiles. Par cette loi, nous avons donc un régime unique désormais qui va donc régir les armes à feu, leurs pièces, les éléments et les munitions qui sont souvent connexes aux armes. Le nombre d'armes par personne sera limité. Ça, c'est aussi une innovation de la loi par personne. Les infractions en cas de transfert d'armes seront élargies et plus sévèrement punies. Et l'exportation des armes de fabrication artisanale sera strictement réglementée, ce qui n'était pas le cas avant. La sécurité, mais aussi le développement, dans son élan d'accélérer la transformation structurelle de l'économie burkinabé, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution et fonctionnement du Comité national de pilotage des pôles de croissance au Burkina Faso. Au titre du ministère de la Communication, un décret adopté ce 31 mars ambitionne dynamiser les directions régionales afin de mieux promouvoir les actions gouvernementales. Dans le domaine agricole, le gouvernement a approuvé la création d'écoles privées de formation professionnelle. La création d'une école de formation dans ce domaine est donc désormais régie par un texte au Burkina Faso. Les projets de loi portant protection des données à caractère personnel et création d'une commission des droits humains sont passés haut les mains hier soir à l'Assemblée nationale. C'était la première séance plénière de la 8e législature. La ministre de la Justice qui défendait ces dossiers a su convaincre les élus nationaux. Les 126 députés présents ont dit oui. Archimède Boy. C'est son premier face-à-face avec les élus nationaux. La ministre de la Justice défend ici deux projets de loi, l'un portant sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et l'autre portant création d'une commission nationale des droits humains. Concernant le premier projet de loi, les principales innovations sont entre autres l'institution des délégués à la protection des données à caractère personnel dans les administrations publiques et privées, ainsi que l'institution d'un nouveau régime d'autorisation pour prendre en compte certains traitements sensibles. En termes de traitement de données sensibles, il s'agit des données en rapport avec la santé. Par exemple, et nous savons qu'il y a quand même un secret par rapport à des dossiers de santé et ces genres de données ne doivent pas être apportés à la connaissance de tous. Il y a également des données en rapport avec la religion et la politique, l'éthique, des données en rapport avec l'appartenance syndicale ou d'autres types qui sont vraiment des données personnelles et qu'on ne souhaiterait pas voir manipulées de n'importe quelle façon. Pour la création d'une commission nationale des droits humains, la principale innovation, c'est que cette commission, qui existe depuis 3 ans déjà, devra aussi œuvrer à prévenir la torture ou les traitements cruels, inhumains et dégradants. La CNDH pourra désormais effectuer des visites inopinées dans des lieux de privation de liberté en vue de prévenir la torture et pratiques assimilées. Sur ce point, la question des exactions qui seraient commises par certains groupes d'autodéfense s'est invitée dans le débat. Effectivement, nous savons tous ce qui se passe,
Mais il se trouve qu'avec le renforcement des pouvoirs, ou du moins des compétences de la CNDH, elle aura beaucoup plus de pouvoir pour descendre donc sur le terrain. Et je crois même qu'à leur niveau, il y a un certain nombre d'activités de sensibilisation qui est prévu d'être menée à l'endroit des groupes de défense au niveau des communautés. Au terme des échanges, les deux projets de loi sont adoptés à l'unanimité et l'on note un exercice réussi par Victoria Ouedraogo Kibora. Le Burkina Faso est en quête de solutions pour résoudre son problème énergétique. Pour le ministre Ismaël Ouedraogo, la production locale reste l'alternative pour une autosuffisance en matière de fourniture d'électricité. Le ministre en charge de l'énergie qui a effectué une tournée de plaidoyer en Côte d'Ivoire et au Ghana. Il semble que les deux fournisseurs historiques du Burkina ne respectent pas leurs engagements. Luc Pakbelgem. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières au Ghana et en Côte d'Ivoire pour rappeler la nécessité pour ces deux pays de respecter la parole donnée en ce qui concerne la coopération énergétique. Le périple de Bachir Ismaël Ouedraogo a d'abord débuté par le Ghana, puis s'est terminé par la Côte d'Ivoire. En terre ivoirienne, les autorités en charge de l'énergie ont reconnu les manquements de leur pays en ce qui concerne la fourniture d'énergie vers le Burkina Faso en 2020 et promettent faire mieux pour 2021. Nous avons parlé de 2021 et surtout nous avons parlé des perspectives parce que l'objectif c'est d'aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc des engagements ont été pris. Nous avons convenu de mettre en place une équipe technique constituée d'experts à la fois du Burkina et de la Côte d'Ivoire pour que dans 3 mois, nous puissions avoir un plan directeur qui nous permette de pouvoir savoir ce que nous allons faire de façon concrète au cours des prochaines années. Donc, collaboration très intéressante, réunion très intéressante, fructueuse. Le Burkina Faso est en pleine période de pointe pour la consommation domestique et industrielle avec la canicule qui s'installe. Revoir ses engagements avec ses fournisseurs était donc nécessaire. Après le Ghana, la Côte d'Ivoire a été le deuxième pays à accorder une oreille attentive aux émissaires burkinabés. Cette mission était nécessaire pour que nous puissions en tout cas parler de visu avec donc nos collaborateurs qui sont les Ivoiriens et les Ghanéens, pour leur faire comprendre qu'il y a un certain nombre de contrats qui ont été signés et nous attendons à ce que, en tout cas, ces contrats-là puissent être respectés. Cependant, nous avons remarqué qu'ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont des difficultés. Ils ont 2 machines qui sont à l'arrêt, ce qui fait qu'ils sont en tout cas délestés de près de 200 à 300 mégawatts. Ils ont les barrages qui n'ont plus d'eau, ce qui fait que manifestement l'offre a des difficultés donc, au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. La tournée entamée par le ministre en charge de l'énergie a duré 10 jours. Pour l'année 2020, 67% de la consommation d'électricité burkinabé provenait de l'énergie importée. Pour cette période de pic, il était de bon ton de rendre disponible cette énergie à travers les partenaires ghanéens et ivoiriens. Nous avons en tout cas un équilibre précaire, mais quand la Côte d'Ivoire a des difficultés, eh bien, le Burkina Faso se retrouve immédiatement affecté et nous n'avons pas de marge. D'où la nécessité que nous puissions investir pour avoir ce que nous appelons la marge sécuritaire, qui est la réserve froide. Donc il faut nécessairement qu'au niveau du Burkina Faso, quand une ligne est coupée, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Ghana, qu'à l'interne, nous ayons la capacité pour pouvoir répondre à ce manque à gagner. Les difficultés rencontrées par la Côte d'Ivoire et le Ghana font subir au Burkina Faso un manque à gagner de l'ordre de 80 à 90 mégawatts par an, ce qui n'est pas sans conséquence sur la consommation locale. Le ministère en charge de l'énergie ne doute pas de la bonne foi de ces deux pays, mais se convainc que compter sur soi est la meilleure solution et de ce fait promet s'attaquer à l'énergie solaire pour atteindre l'autosuffisance énergétique. Pas de temps donc à perdre. Bachir Ismaël Ouedraogo, dès son retour de mission, était hier à Nagrengo pour visiter la centrale solaire en gestation. Les travaux de construction sont exécutés à 35%. L'infrastructure devra être fonctionnelle dans 8 mois. Luc Pakbelgem. C'est une machine spéciale louée pour 3 mois à l'œuvre sur la centrale solaire photovoltaïque de 30 MW crête de Nagrengo dans le plateau central.
Après les supports implantés en un temps record, les techniciens sont en plein montage des structures et panneaux solaires. À terme, on aura un champ solaire sur 50 hectares. Tous ces panneaux produiront 30 MW qui vont être introduits dans le réseau électrique national. Débuté en octobre 2020, l'état d'avancement des travaux est jugé satisfaisant sur le site. Donc cette centrale solaire aura une puissance totale de 30 MW crête, ce qui signifie l'installation de près de 68 000 panneaux solaires qui produiront une énergie annuelle de 50 GWh. Ça permettra d'éviter chaque année le rejet dans l'atmosphère de plus de 27 000 tonnes de CO2. Il y a également une ligne de raccordement de près de 21 km qui est en cours de construction et qui permettra de raccorder cette centrale au poste source de Zignaré. Au niveau global, l'avancement général de la centrale, c'est 35%. Plusieurs entreprises sont en chantier sur la centrale solaire de Nagrengo. De la pose des panneaux à l'exécution des lignes de raccordement en passant par la construction de la base vie, tout s'active. Le ministre en charge de l'énergie en visite sur le chantier voit au solaire l'avenir énergétique du Burkina Faso. Je suis très ravi de voir donc l'état d'avancement des travaux ici aujourd'hui. Nous allons continuer aussi pour regarder aussi les autres centrales en construction et nous allons mettre la pression nécessaire pour que les centrales puissent sortir des terres. Et je profite aussi pour lancer un message aux autres promoteurs pour les demander d'aller dans la célérité parce que nous avons besoin d'énergie tout de suite et maintenant. Je voudrais aussi demander à l'entreprise Green Yellow et à ses collaborateurs et ceux qui travaillent avec eux de maintenir cette cadence-là pour que nous puissions avoir la centrale le plus tôt possible. Si l'énergie est disponible et accessible, l'économie nationale ne peut que mieux se porter en ce sens que les unités industrielles bénéficieront de facteurs de production abordables. C'est ce qui explique la présence du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Contrairement à des années très passées, le secteur privé, les grandes unités étaient déconnectées et elles se débrouillent avec les groupes électrogènes. Ce travail est déjà une amélioration de la disponibilité. Et quand on regarde ce qui est fait aujourd'hui, on a bon espoir que les engagements pris par le département de l'énergie pour accompagner le secteur privé en termes de disponibilité de l'énergie, en termes donc de réduction probable de coûts lorsque nous allons atteindre un certain niveau de production, ce sont des choses qui sont en passe donc d'être une réalité. L'entreprise Green Yellow, chef de file des entreprises en charge de la construction de la centrale solaire de Nagrengo, promet livrer l'ouvrage à bonne date. Novembre-décembre, c'est ce qui est prévu pour l'inauguration de la centrale. La commune rurale de Nagrengo est plus que bénéficiaire de ce projet de 25 ans. Depuis le début des travaux, plus de 80 jeunes et femmes y ont trouvé travail et plus d'1 milliard de francs CFA seront injectés dans la réalisation d'activités diverses au profit des communautés. De son côté, le ministre de la Santé poursuit sa tournée dans le Grand Ouest. Après Bobo Dioulasso, Banfora et Niangoloko, Charlemagne Ouedraogo s'est rendu dimanche dernier à Koloko, dans le Kénédougou, au poste frontalier Burkina-Mali. Là, il a pu voir avec amertume le dispositif de contrôle de la COVID-19. Surtout Justin Dabiré. Comme au poste frontalier Burkina-Côte d'Ivoire, situé à Yendéré, le ministre de la Santé a déploré le fait que le dispositif de surveillance de la COVID-19 au poste frontalier Burkina-Mali n'est toujours pas fonctionnel. Une situation qui agace le nouveau patron du département de la Santé. Au moment où l'épidémie bat son plein, des partenaires nous ont aidés pour qu'on puisse acquérir des dispositifs pour faire le contrôle sanitaire au poste frontière. Et voici que ces travaux sont inachevés. Les délais sont dépassés et les gens ne s'en fichent pas mal. Voici qu'on est sous des tentes de fortune au lieu d'occuper des infrastructures dignes de ce nom, mais qui restent inachevées par l'action de nos entreprises locales. On en a vu de l'autre côté. Je suis sûr que si on fait le tour dans les autres postes frontières, on risque de trouver la même chose. Le centre médical CM de Kologo, construit en 2016, et lui fonctionnait depuis le 22 mars 2021. Selon l'infirmier chef de poste, le centre médical de Kologo dispose de suffisamment de salles de consultation pour accueillir les populations qui viennent pour des soins. Ce qui va nous permettre vraiment de réduire les temps d'attente de nos patients. Voilà. Également, bon, comme vous le savez bien, nous sommes à la frontière. Voilà, et il y a beaucoup, en tout cas, de nos frères maliens qui viennent ici pour les consultations. Et par mois, on tourne autour de 400 comme ça à 500 et patients qui venaient du Mali. Les difficultés, vraiment, il y en a.
comme vous le voyez bien, les locaux là, bon, ils ont fini depuis 2016 et c'est maintenant qu'on déménage. Et à la visite, vous avez vu qu'il y a les termites qui ont rongé vraiment beaucoup de nos matériels, notamment les placards, les portes isoplanes et consorts. On n'a pas suffisamment également de lits et de matelas pour nos patients. Il y a l'eau courante qui manque. Voilà. Et comme vous le constatez également, c'est vraiment la brousse. On aimerait vraiment avoir une clôture. Là, ça allait nous permettre vraiment de travailler dans la sécurité. Je crois que j'ai été le témoin privilégié de ce qui se fait au niveau de la région aux côtés du ministre de la Santé. À ses côtés, j'ai pu apprécier les efforts qui sont faits, l'engagement du personnel de santé, leur motivation et puis surtout la collaboration, la participation des collectivités qui entourent ces centres de santé. J'ai aussi été témoin privilégié des insuffisances qu'on a pu relever. Comme M. le ministre l'a dit, de retour à Ouagadougou, nous allons faire le point de toutes ces insuffisances et nous allons voir comment accompagner le ministère de la Santé pour répondre à ces insuffisances-là. Le ministre Charlemagne Ouedraogo a rassuré le personnel de santé que des actions et des mesures fortes sont en vue pour permettre au CM de Koloko de fonctionner dans les meilleures conditions pour le bonheur des populations. Sécurité alimentaire et le ministère de l'Agriculture qui procède au lancement des boutiques témoins à Corsimoro dans le centre-nord. Il s'agit de venir en aide aux ménages vulnérables à travers une vente de vivres à prix subventionné. 40 000 tonnes de céréales sont mises dans le circuit dans le cadre de cette opération. Alexis Belemnaba. 15 provinces du Burkina Faso sont en déficit malgré l'excédent alimentaire de plus de 100 000 tonnes de la campagne agropastorale 2020-2021. Face à cette situation, les acteurs du dispositif national de sécurité alimentaire ont élaboré un plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. 40 000 tonnes de céréales sont mises à la disposition des ménages vulnérables à un prix subventionné de 6 000 francs le sac de 50 kg. Le coût de cette opération est de plus de 11 milliards de francs CFA. Cette opération, c'est pour prévenir. C'est pourquoi nous ouvrons ces boutiques-là au cours du mois de mars pour que, au fur et à mesure, nous puissions faire face éventuellement à des situations d'insécurité alimentaire. La vente, là, ça concerne les personnes vulnérables. C'est-à-dire que chaque année, nous avons des personnes vulnérables à la sortie de la campagne qu'il faut vraiment aider à avoir accès à la nourriture afin d'éviter qu'ils tombent dans une insécurité alimentaire qui va vraiment peut-être créer, par exemple, des pertes en vie humaine. 200 points de vente seront disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Les boutiques connaîtront un approvisionnement mensuel de 40 tonnes de céréales. Pour le directeur général de la SONAGES, des dispositions sont prises pour faciliter la répartition. Il y a le maire avec son conseil municipal qui font la répartition par village, par secteur, et ceux qui connaissent les personnes vulnérables dans leur zone. Et donc, il y a une liste qui sort, et chaque personne vulnérable vient avec sa carte d'identité et qui a droit à un seul sac de 50 kilos par mois et à 6 000 francs le sac. Les personnes vulnérables saluent cette action du gouvernement. Mais ce chef de famille, Salam Sawadgo, demande d'étendre la quantité d'acquisition. En tout cas, c'est une bonne initiative. On encourage vraiment le gouvernement et on les remercie d'avoir pensé à nous. Puisque nous, avec les familles nombreuses, là, on veut au moins que ça soit 2 sacs ou bien 3 sacs par mois. Voilà, ça va nous arranger. Il est attendu de cette opération de vente de céréales le renforcement de la sécurité alimentaire de plus de 100 000 ménages vulnérables par l'accessibilité des produits alimentaires à leur profit. Par ailleurs, cette opération permettra de réguler et de contenir la flambée des prix sur le marché. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, toujours aux côtés des médias, pour la deuxième fois, elle lance Eco-Média, une initiative qui vise à récompenser les projets journalistiques dédiés à l'économie. Et ce sont 50 millions de francs CFA qui sont mobilisés pour l'édition 2021. Madina Sienou. 50 millions de francs CFA. C'est la somme retenue pour financer les projets journalistiques qui seront retenus pour la deuxième édition de Eco-Média.
Ecomédia, cette initiative portée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, vise à accompagner les entreprises de presse en vue de la production de contenus dédiés à l'économie, aux finances et à la promotion du secteur privé au Burkina Faso. Ecomédia est ouvert à l'ensemble de la presse et nous escomptons en tout cas recevoir des médias, des projets de production de contenus médias dédiés à l'économie, aux finances et à la promotion du secteur privé. Parce que nous avons fait le constat que dans la grille des programmes des médias et dans les colonnes des journaux, les sujets d'ordre économique sont peu traités. Donc la Chambre de commerce, en tant qu'institution de promotion du secteur privé, a voulu apporter un soutien financier et pour donc inciter auprès des médias un intérêt particulier pour les sujets économiques. Le paysage médiatique du Burkina Faso est composé de 165 radios, 29 chaînes de télévision, 51 organes de presse écrite et plus de 40 médias en ligne. Cette initiative de la CCIBF s'inscrit en droite ligne des efforts fournis par le gouvernement pour soutenir l'ensemble de ces organes de presse à travers le Fonds d'appui à la presse privée, selon le ministre de la Communication. Le gouvernement, chaque année, met environ 300 millions de francs CFA au profit pour ne prendre l'exemple que de la RTB, pour encourager donc des productions, des reportages, des magazines, des émissions. Et quand je compare votre rapport de 50 millions, nous sommes pratiquement un cinquième de cet effort national du gouvernement, ce qui n'est pas négligeable. Donc vous venez ajouter de la terre à la terre et le gouvernement ne peut que se réjouir de cette vision que vous avez. Le gouvernement aussi apprécie cette opportunité que vous donnez au secteur privé, puisqu'en vérité, en dehors du dispositif du fonds d'appui à la presse privée, il y a très peu d'initiatives qui viennent encourager donc les journalistes dans l'exercice de leur métier. Étant cela aussi, vous aidez le gouvernement dans sa mission de promotion et d'épanouissement du secteur privé. La première édition de Ecomédia, lancée en 2019, n'a pas eu l'engouement souhaité par la CCIBF. Seulement 5 lauréats ont été primés. Pour cette deuxième édition, appel est donc lancé aux patrons de presse, aux responsables de structures associatives de journalistes et aux journalistes eux-mêmes à adhérer à l'initiative Ecomédia. Libres de toutes les charges qui étaient retenues contre eux. C'est la fin du calvaire pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'acquittement de l'ancien président ivoirien et de son ministre de la Jeunesse, prononcé le 15 janvier 2019, a été confirmé ce mercredi par la CPI. Gbagbo et Charles Blé Goudé qui ont accueilli le verdict avec soulagement. L'ex-président avait annoncé en décembre dernier son désir de rentrer en Côte d'Ivoire. Quant à son ancien ministre, il envisage déjà l'avenir. C'est une décision juridique et judiciaire. Donc ça, c'est le droit. Il y a un fait. Mon pays est en crise. Mon pays est en crise. Et ma responsabilité, c'est de faire en sorte que cet acquittement ne soit pas considéré comme la victoire d'un camp sur un autre, mais un acquittement qui peut être le socle de rassembler les Ivoiriens. C'est très important pour moi. À plus de 6000 km de là, les Ivoiriens ont suivi de très près ce procès. Un retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourrait bien rebattre les cartes de la politique ivoirienne. Le temps de Dieu n'est définitivement pas celui des humains. Même si la nuit paraît longue, le jour finit toujours par se lever. Il ne faut jamais désespérer. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. J'espère vous retrouver demain. Merci.